Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de En route vers la Coupe du Monde 2026. Olivier Brett avec vous en compagnie de Patrice Bernier pour une émission Top 10. Top 10 de Patrice. On va découvrir les jeunes pépites qui seront à surveiller. Certaines qu'on connaît déjà, d'autres qu'on va découvrir pendant ce tournoi qui commence sur les ondes de RDS d'ailleurs, où on vous présentera tous les matchs du mondial. Ça commence le 11 juin. Et le 12 juin, vous aurez le tout premier match du Canada en direct de Toronto. Pat, ça c'est le côté, tu sais, toi t'aimes ça découvrir des jeunes talents, des belles histoires. C'est quand même une des choses exceptionnelles, surtout avec une Coupe du Monde où tu multiplies le nombre d'équipes, donc tu multiplies le nombre de joueurs que tu peux découvrir. Oui, bien c'est là, tu viens juste de le mentionner, c'est qu'il y a 48 pays. Fait que, tu sais, on est dans l'ère où normalement, les bases de données, on connaît un peu tout le monde, mais il y a toujours des joueurs qui sont il est bon, mais tout d'un coup, pouf, son stock monte, puis que les Ta base grandes de données écuries. sur l'Ouzbékistan, elle ressemble à quoi, là? Bon, ben celle-là est un peu moins que d'autres. C'est quand même, il y a 48 pays, fait qu'il y en a qu'on n'est pas aussi, on ne connaît pas au bien parce qu'ils sont soit sont locaux, mais il y a toujours des joueurs qui finissent par émerger, puis qui avoir un moment où d'être un joueur qui sort du banc, puis qui. Aussi, Ce ouais. joueur insouciant, des fois, c'est un peu plus des jeunes, les joueurs insouciants qui arrivent puis qui provoquent des choses, puis devient un nom à retenir de la Coupe du Monde ou pour les semaines à venir après ça, parce que quand on passe en championnat et en club dès que la Coupe du Monde termine. Donc, ça va être spécial de découvrir. Puis on s'attend à faire quelque chose. Est-ce que la Coupe du Monde va être trop qu'il le trop fera un pas. gros moment ou ils vont vraiment étaler leur talent au firmament? Tu connais bien ton histoire de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a un gars dont tu te rappelles avoir dit « Oh boy, il sort de où, ce joueur-là? » Bien, écoute, si je retourne en arrière, parce que, tu sais, maintenant, je pense que les noms des jeunes joueurs, on les connaît un peu plus, Ouais. mais à l'époque, tu les découvrais vraiment à la Coupe du Monde, parce que personne ne jouait dans tous les gros championnats quand on regarde la majorité des pays. Je pense à Nakata, parce que quand on était à la Coupe du Monde en 1998, c'était le Japon, puis déjà là, il avait une chevelure un peu plus colorée, il voulait se démarquer des autres joueurs japonais. Puis c'est comme, man, il a un beau toucher de balle, lui. Tu sais, il joue. Et puis comme de fait, bien, après, il passe en Italie, puis il fait la carrière. Mais sur ce moment-là, c'est là que tu es comme, tu sais, qui est ce petit gars-là? Tu sais, il sort d'où? Il joue au Japon. Tu sais, c'est pas un. Pourtant, il jouait contre l'Argentine. Je me rappelle, les matchs contre l'Argentine. Puis sans complexe. Et donc, c'est là que dans ces moments-là, je pense qu'il y avait une beauté à ce moment-là. On connaissait moins les joueurs parce qu'ils étaient vraiment plus locaux. Puis à la Coupe du Monde, tu les découvrais. Mais il y en a toujours quelques-uns qui finissent par épater pareil. La grande question, Paul ou l'œuf, est-ce que Nakata a amené le fashion en Italie ou est-ce que le fashion de l'Italie s'est immiscé dans la vie de Nakata? Allez faire un tour sur les documentaires entourant le personnage. Vous allez voir si vous ne savez pas de qui on parle. C'est un gars qui était marquant sur et en dehors du terrain pour un paquet de raisons. Là, on a sorti 10 joueurs. On vous le dit tout de suite, le département des plaintes est fermé. Envoyez-nous pas vos courriels, écrivez-nous pas sur les médias sociaux. C'est un choix 100% subjectif de joueurs qu'on a choisis. On vous rappelle qu'il y a 48 équipes. Il y aura plus de 100 matchs cette année. Il y en a certainement plus que 10 qui vont se révéler ou qui sont à surveiller, mais à un moment donné, on nous a donné une limite de temps, puis il faut choisir à quelque part. On commence par, ce ne serait pas une Coupe du Monde sans un jeune Brésilien qui est dans le pipeline et qu'on attend. C'est le cas pour Estevão qui est arrivé à Chelsea l'été dernier pour quand même 45 millions d'euros. Tu sais, pourtant, le Brésil, on sait, ils ont Rafinha, Vinicius Junior et tout. Mais dernièrement, c'est Estevão avec cette jeunesse qui arrive, qui a peut-être moins de pression que ces gars-là, on s'attend à ce qu'il soit le prochain Neymar, le prochain Ronaldinho, le prochain Ronaldo, le prochain Pelé. Et lui, il est arrivé, puis depuis qu'il est rentré dans l'équipe nationale brésilienne, mais il semble être la bougie d'allumage. Et pourquoi pas que je pense pas que le Brésil s'attend que c'est lui qui va les faire gagner, mais il pourrait avoir un rôle à dynamiser le Brésil qui a un peu perdu de son lustre. Quand je parle lustre, on l'a toujours placé numéro 1. Et depuis quelques temps, ils sont toujours dans le top 5, mais ils sont plus aussi favoris qu'une Espagne ou la France qui ont les places plus dominantes. Donc Estevão, puis là, on le voit, il joue à Chelsea. Donc moi, c'est un jeune que je pense que la Coupe du Monde pourrait être un tremplin à devenir celui qui porte disons, les chaussures de Neymar parce que c'est quelqu'un qu'on n'a toujours pas encore remplacé, même si Vinicius et Rafinha sont des super joueurs. On n'a pas bâti l'équipe alentour d'eux. Ils n'ont pas pris le mental de dire « Je suis l'homme qui peut apporter le Brésil à une 6e Coupe du Monde ». Comment tu expliques
que le Brésil a encore? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui se sont ajustés avec le soccer moderne. On tente beaucoup de formater les joueurs. Ça vient avec l'avantage d'avoir des gars plus intelligents tactiquement, plus responsables aussi. Mais il y a le danger de perdre un certain flair, perdre une certaine confiance en soi, de faire la différence seul, plutôt que de faire la différence avec un collectif qui est très souvent mis de l'avant, et pas juste en Europe. Là, je pense que c'est assez mondialisé. Est-ce que ça vient du fait que beaucoup de ces joueurs-là sortent des favelas, des bidonvilles, puis à un moment donné, ils se disent, moi, là, je joue avec l'argent de la maison à ce stade-ci, je joue ma vie, celle de ma famille, puis ça fait en sorte que plus jeunes, ils ont une plus grande conviction d'être capables de faire une différence? Oui, les joueurs brésiliens ont, le Joga Bonito, on dit que c'est ça, mais je dirais que ceux qui suivent le Brésil, je ne suis pas un Brésilien, mais je suis un fan du Brésil, tu l'as bien dit, on semble devenir une équipe plus européenne que par le passé, où on était l'équipe à suivre, qui avait ce flair, puis qu'on ne pouvait pas prédire quand ils allaient changer le match. Et plus bien que je dirais les dernières années, on a parlé de plus des gardiens de but brésiliens, des défenseurs brésiliens, qu'on parle de Ederson ou Alisson ou Thiago Silva ou Daniel Alves. On parlait de moins en moins d'attaquants ou de joueurs offensifs qui peuvent changer à part de Neymar. Et là, ben, ces gars-là, c'est parce que, au Brésil, le flair est plus important dans le jeu que la structure. Mais ça a été un éternel débat là-bas. Est-ce qu'on doit devenir, parce que le jeu de position de Pep Guardiola est devenu la mode. Donc, c'était, est-ce qu'on doit suivre les autres, parce que c'est ça la mode, ou on reste fidèle à nous-mêmes? Et puis, je pense qu'ils se sont perdus un peu là-dedans, à savoir, bien, le Brésil a gagné. Il faut évoluer sans perdre son identité. Puis un joueur comme Estevao, bien, je trouve que justement, il redonne ça, parce que Neymar est vieillissant, puis on ne sait pas s'il va être de la Coupe du Monde, je ne penserais pas. Mais dès qu'ils vont retrouver ce côté-là, et ils ont toujours la pression de gagner la Coupe du Monde, c'est que le côté Joga Bonito, c'est ça le Brésil. Mais il faut juste le faire version, si on peut dire 2.0 du 21e siècle, pour qu'ils remettent la marque de commerce du Brésil à devant, où ce qu'on se rappelait les annonces de Coupe du Monde, c'était les Brésiliens à l'aéroport, le Brésil. Puis c'était devenu ça. Je pense que le football recommence à devenir ça un peu, puis c'est peut-être le moment pour le Brésil de reprendre ou de remettre le joueur flair, le joueur individuel en avant tout. L'équipe brésilienne avec Eric Cantona comme chef d'orchestre, avec sa canne qui donnait toujours le coup d'envoi. Lamine Yamal va avoir 20 ans à peu près au moment de la finale de la Coupe du Monde. Déjà plus de 140 matchs de jouer avec le Barça, mais seulement 23 sélections. Quand on y pense, ça a tous été, ou presque, des matchs de très grande envergure, des matchs où on donne à raison une place ultra importante. On l'a vu à l'Euro. Tu parlais tout à l'heure de joueurs qui peuvent avoir un poids trop important sur les épaules pendant un tournoi, puis ça peut faire, je paraphrase un peu ce que tu disais, patate. Y a-t-il un univers parallèle où ça peut mal se passer pour Lamine Yamal? À chaque fois, je regarde, parce qu'on suit beaucoup avec le FC Barcelone, puis oui, à l'Espagne, il était à l'Euro, puis tout, puis tu sens... À chaque moment, je me dis, il va être saturé ou il va avoir un moment où OK, il va revenir sur Terre, que c'est un jeune qui a encore du chemin à prendre. Puis, où l'adversaire va s'ajuster. Ouais. Puis on dirait que les choses ne semblent pas trop l'affecter, ou du moins cette pression qui est alentour. Puis il joue encore de la même façon. Puis on parle de gars qui, tu dis, il aurait 20 ans à la finale. C'est fou. Puis quand tu le regardes jouer, tu te dis, bien, il a encore cette insouciance. Puis le stress que nous, on se dit, bien, il est plus publicisé, que les médias, ça va y mettre trop de pression. Ça semble pas trop vraiment l'énerver ou changer sa façon de jouer. Est-ce qu'il prend un peu plus de chance qu'avant? Peut-être, parce qu'il a plus d'assurance que ça a fonctionné. Je suis plus le gars de 16-17 ans qui doit prouver aux autres. Là, je suis confirmé. Mais la Coupe du Monde, ça reste de voir. Est-ce que là, il peut s'affirmer avec les meilleurs des meilleurs, puis qu'il est attendu. Autant que les autres, on s'attend qu'ils ont des faits saillants, des étincelles. Lui, on s'attend que c'est lui qui porte l'Espagne à gagner le titre. Mais quand tu regardes, tu l'as dit, il a déjà quasiment 200 matchs joués, puis il a juste même pas encore 20 ans.
bien, la seule question que j'ai pour lui, c'est qu'est-ce que ça va l'air à 27-28? Parce que, tu sais, il a tellement de matchs joués. À un moment donné, est-ce que ça va être beaucoup quand il va arriver vers la fin? Parce que son jeu va avoir changé. Mais profitons de ce qu'il est capable de faire maintenant parce qu'il joue comme un gars qui a 25-26 ans, puis que ça fait 10 ans qu'il joue, et puis que ça ne semble pas trop le déroger de sa façon d'être, puis de la pression qui est alentour de lui. Chapeau, parce que à cet âge-là, je pense pas que je pourrais vivre avec tout ça. Puis qu'on me parle de moi, puis de tout ce qu'il fait, puis que même les erreurs qu'il peut faire, on fait juste parler encore plus de sa vie quand il répond sur le terrain encore. D'ailleurs, j'en profite parce que c'est intéressant ce que tu dis, se projeter dans 7, 8, 9 ans. C'est quand même phénoménal de voir ce que Messi et Ronaldo ont fait pour durer dans le temps. Quand on regarde un gars comme Wayne Rooney, par exemple, on a senti que le millage de Wayne Rooney a été beaucoup plus usant que pour... C'est sûr que ce n'est pas les mêmes championnats. Ronaldo a passé du temps en Angleterre. Ce pas les mêmes profils de joueurs aussi. Ouais. Rooney est un gars beaucoup plus engagé dans les duels défensifs. Donc, puis c'est un gars qui s'économisait beaucoup moins qu'un Lionel Messi. Mais ça montre quand même comment ces deux gars-là, Messi et Ronaldo, ont été capables d'ajuster leur jeu et surtout de s'occuper d'eux physiquement pour être capable, en bon français, de toffer la run comme ça. Oui, c'est en parlant revenant à Lamine Yamal, c'est intéressant de voir son évolution. Parce que là, il a la vitesse, il a l'explosivité, il a le dribble. Puis on a vu Messi et puis Ronaldo être explosifs. Puis à un moment donné, tu en as un peu moins parce que tu vieillis, ouais. Mais devenir de plus en plus efficace. On dirait que maintenant, je marque encore plus de buts en faisant, pas dire moins d'efforts, mais l'effort est beaucoup plus calculé et contrôlé. Qui est, comme je dis, la marge de progression de ce que Lamine Yamal va arriver. Mais en même temps, il a 200 matchs joués à 18-19 ans. La majorité des gars qui arrivent à 200 matchs, c'est quand il y a 22-23. Mm-hmm. Donc lui, son sommet va peut-être être un peu plus tôt. Mais de maintenir ce cap-là. Ça, tu parles de deux gars, on dit c'est des monstres des statistiques parce qu'ils ont fait ça pour une décennie et plus. Puis à chaque fois, puis même là, en étant vieillissant, ils continuent quand même à avoir des stats qu'un très bon attaquant rêve d'avoir. Mais Lamine Yamal, je pense que tout le monde attend de voir quand est-ce qu'il va crash. Moi, c'est juste voir ce qu'il peut durer. Moi, je ne m'attends pas à ce crash, c'est juste jusqu'à où il va dire est-ce que 29-30 ans, tous ces gars-là qui commencent à 16 ans, est-ce qu'à 30 ans, eux, ça va être comme la carrière va finir beaucoup plus tôt qu'on des gars comme Messi et Ronaldo qui jouent encore à 38, 39, 40 ans. Ouais, Neymar est un bon exemple de ça aussi. Enlève 7-8 ans à Tom Brady, sa collection de bagues n'est pas tout à fait la même. En 2022, Jude Bellingham faisait ses débuts à la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Désiré Doué a 4 sélections au moment d'enregistrer cette émission d'En route vers la Coupe du Monde. Pas mal la même chose pour lui. Désiré Doué, c'est la France. C'est la France, je pense que tu peux faire 3 équipes. Quand tu regardes ils ont Mbappé, qui si c'est pas le meilleur joueur au monde, c'est débattable pour ça. Puis tu as un gars comme Désiré Doué qui arrive depuis 1 an, au Paris Saint-Germain, puis un peu comme Lamine Yamal, cette insouciance, ce jeu, mais une maturité sur le terrain. Parce que c'est pas juste qu'ils ont 18-19 ans puis ils pensent pas. Ils sont constants. Ils sont capables de le répéter match après match, puis ils deviennent des joueurs où ce que tu comptes sur eux pour te faire gagner. Mm-hmm. Et là, je me dis, bon, il a eu une blessure, c'est sûr, Coupe du monde des clubs. Mais peut-être la fraîcheur de ne pas jouer une saison complète au Paris Saint-Germain va faire que ça va porter fruit peut-être à la France. Parce que la pression tombe sur Mbappé, mais il est bien entouré. Puis, tu sais, on ne parle même pas d'Olysée qui est de l'autre côté. Là, on parle de Désiré Doué. Ça, c'est un joueur, moi, personnellement, il est un ailier, mais je pense qu'il serait encore plus intéressant parce que je pense que c'est à Rennes, je pense qu'il a passé sa formation. Mm-hmm. Il a joué 6 puis 8. Puis on le faisait jouer un peu partout. Puis peu importe, il driblait du milieu. Moi, je le vois devenir un 8 pour la France, puis devenir peut-être un meneur de jeu, mais dans la position axiale. Pendant ce temps-là, présent, il prend son plaisir sur le côté, mais je pense que c'est quelqu'un qui pourrait bien avec Cherki au milieu. Tu imagines, là, on parle de Désiré, il y a tellement de noms qu'on peut parler de la France. C'est un joueur phénoménal de sa capacité d'éliminer, dribbler, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être
comme je dis, un joueur axial dans lequel que tu peux juste dire « Je suis N'Golo Kanté, s'il joue jusqu'à 40 ans, je donne le ballon à ce gars-là, puis ce gars-là, il accélère le jeu, il devient l'accélérateur que la France n'avait pas au milieu du terrain. Puis le jeu de possession que les Françaises disent tous « Pourquoi Deschamps ne joue pas avec les joueurs qu'on a? » Peut-être que c'est un de ces gars-là, avec Cherki et Olysée, qui deviennent une équipe à caractère plus possession de jeu, puis plus posée. Ça doit être compliqué quand tu es sélectionneur avec ton staff de l'équipe de France, savoir tu plugues qui où, qui tu laisses de côté, qui tu choisis de faire jouer, dans quel rôle. Écoute, ça doit être hallucinant. J'admire Dédé Deschamps d'avoir décidé de rester là aussi longtemps parce que tu n'en as pas à peu près de la pression. Il y a quelques semaines, lors du dernier épisode, on se projetait sur l'effectif canadien, puis on parlait de l'importance d'avoir des minutes de jeu significatives. Ouais. Pour certains, c'est bien le fun pour le CV et le chèque de paye d'être en Europe. En même temps, quand vient le temps de participer à une compétition internationale, les sélectionneurs regardent le temps de jeu. En ce qui concerne les Canadiens, d'être en MLS, ça peut être un avantage. Du côté de l'Argentine, tu en as un, Nico Paz, qui a 21 ans, qui est formé au Real Madrid, qui est à Como maintenant, avec un entraîneur qui a assez d'expérience, merci. Ça, c'est une trajectoire qui est intéressante, puis c'en est peut-être un, surtout dans une équipe de l'Argentine qui a dominé la scène internationale, que ce soit avec la Copa América il y a quelques années, avant, c'était en 2021, avant la Coupe du Monde. Finalement, une Coupe du Monde pour Messi et compagnie en 2022. Est-ce que c'en est un qui peut arriver dans l'angle mort, un peu, ça? Oui, parce que tu sais, c'est pas un nom qui rayonne autant, parce qu'il joue à Como, qui n'est pas Inter de Milan, Juventus, mais c'est un talent argentin. Seule chose qu'ils ont, ces jeunes joueurs-là, parce que c'est un créateur, c'est un style numéro 10, il y a Lionel Messi. Mais ce sont des cartes cachées que maintenant, il a joué quelques matchs avec l'Argentine, que Lionel Scaloni se dit attends, là, moi, OK, Messi, mais je peux rentrer ces joueurs-là qui peuvent combiner avec lui puis être ceux qui sont à la bagatelle, disons, dans le dynamisme puis dans le volume. Puis Messi fait ses moments de magie par à-coup. Mais à Como, il joue régulièrement. Et ça passe par lui dans l'équipe. Et Fabregas, c'est sûr, c'est un joueur ça a été un joueur, c'est un coach qui donne un peu cette lassitude à ce type de joueur-là. Mais voilà, à la Coupe du Monde, pourrait être ce joueur qui sort du banc. Ils ne sont peut-être pas ça des partants, parce qu'on sait que l'Argentine, le 11, il ne déroge pas beaucoup. Mais il faut remplacer Di Maria. Il faut quand même dire qui peut prendre les rênes de Messi, qui fort probablement ça donne la Coupe du Monde, puis on n'a pas confirmé s'il va être là ou pas là, mais on s'attend à ce qu'il soit là. Nico Paz, de sa qualité de joueur, de comment faire jouer. On parlait du Brésil, l'Argentine est comme... La France, l'Argentine, le Brésil, ce sont des pépinières exploitateurs de talent. Il y en a tout le temps un, puis c'est le prochain Messi est quelque part là. Mais Nico Paz, moi, c'en est un que j'ai appris à connaître, j'ai suivi un peu, puis tu dis, tiens, voilà un joueur qu'on connaît moins, puis que peut-être la Coupe du Monde pourrait être une place où il ouvre les yeux, puis que, tout d'un coup, le FC Barcelone, le Real Madrid, parce qu'il est à Como, l'Inter de Milan, la Juventus et compagnie, vient de frapper, puis dit, attends, lui, c'est le prochain Messi, est-ce qu'on peut aller chercher maintenant? Il devient notre futur meneur de jeu. À surveiller Nico Paz, donc, avec l'Argentine. Puis c'est intéressant aussi de voir, parce que ça prend du courage à quelque part, ou de la vision quand on est jeune comme ça. Tu as souvent les agents qui poussent pour être dans les plus grands clubs, mais y être puis pas jouer, ou avoir un rôle moins important qu'on pourrait avoir ailleurs en début de carrière, là où on est capable d'aller chercher une grosse expérience qu'on n'aurait pas au Real, au Barça, etc. Chapeau pour ce move de carrière-là du côté de Como. Je te disais d'entrée de jeu, ce ne serait pas une Coupe du Monde sans une pépite brésilienne qui s'en vient, jeune, puis qui va avoir un petit brin de folie. Ce ne serait pas une Coupe du Monde non plus s'il n'y avait pas un jeune du Bayern là, qui débarque puis qui est déjà établi du haut de ses 18 ans. C'est le cas de Lennart Carl. Ben oui, lui, il est vraiment... Ça, c'est un joueur que, quand on parle, il n'est pas encore établi dans l'équipe nationale d'Allemagne. C'est juste que c'est une pépite qui joue au Bayern Munich, que tout le monde fait comme... c'est une question de temps. Donc là, c'est comme le joueur qui rentre puis que l'Allemagne se dit, OK, lui, on n'a pas le choix de le prendre parce qu'il pourrait être ce joueur qui rentre pour 20-15 minutes puis qui est différent. Puis si vous regardez Bayern Munich, c'est un joueur que Vincent Kompany fait confiance. Il joue sur les côtés, les créateurs. Puis il n'est pas dans la moule de ce qu'on connaît de joueurs allemands. C'était Thomas Müller, puis quand je dis joueur allemand, c'est assez costaud,
C'est pas qu'il n'est pas des joueurs des flairs, mais c'est un joueur petit, diminutif, avec beaucoup de flair. Quand on déroge de tous les types de joueurs allemands qu'il y a eu à passer, ils ne rentrent pas dans le même moule. Et puis que l'Allemagne, depuis 10-15 ans, a changé sa philosophie de comment développer les joueurs. Mm-hmm. Et puis, c'en est un. Puis moi, je pense qu'il sera à la Coupe du Monde, qu'il sera dans l'alignement. Puis peut-être, c'est un élément que l'Allemagne va pouvoir dire, genre de joueur que tu rentres 15 minutes à la fin, puis qui apporte un peu de son génie de magie, puis gaucher, a beaucoup de qualité, puis tu vois, il prend confiance. Puis il a joué avec Luis Diaz, Harry Kane, il doit s'imposer, puis il gagne les minutes avec le Bayern Munich. Et donc, là maintenant, c'est de gagner une place avec l'Allemagne. Moi, je ne serais pas surpris qu'on le voit à la Coupe du Monde 2026, à la fin de cette saison du Bayern Munich qu'il a. Puis une quinzaine de minutes réussies en fin de match à la Coupe du Monde, ça n'a pas tout à fait le même poids que 2-3 bons matchs en Bundesliga. Oui, tout à fait. Même si c'est avec le Bayern. Je parlais tout à l'heure de l'émission qu'on a enregistrée il y a quelques semaines sur l'effectif canadien. On parlait du passage de Marcelo Flores de la sélection mexicaine à la sélection canadienne. Excellente nouvelle, ça, pour le Canada. Je présume que M. Flores lui-même trouve que c'est une bonne nouvelle pour lui. Oui. Mais c'est peut-être, puis tu y faisais allusion, une décision un peu forcée en raison d'un gars qui pousse là-bas au Mexique, du haut, lui, de ses 17 ans, un peu plus jeune que Carl, c'est Gilberto Morin. Écoute, on parlait de Marcelo Flores, le Mexique, dernièrement, il y a eu les Giovanni Dos Santos et Carlos Vela, puis on ne sentait pas qu'il y avait toujours, encore cette vague de jeunes joueurs qui arrivent à 16-17 ans, puis qui ne vont pas être nécessairement le joueur sur lequel on va baser l'équipe, mais qui peuvent apporter cette étincelle. Puis Gilberto Morin a commencé à 16 ans avec l'équipe nationale, tout petit. C'est pas un gros joueur, mais apporte son côté, son flair. Joueur mexicain qui maintenant, on a un peu les espoirs du pays, se retrouve dans ses pieds, même s'il a 16-17 ans, puis on sait que c'est pas lui qu'on va baser, mais arrive à dire que joueur de la CONCACAF, parce qu'on a parlé de beaucoup de joueurs de pays établis avec des grosses pépites, et Gilberto Morin, à la Ligue mexicaine, il joue. Il est régulier, c'est un joueur qu'on compte sur. Et le Mexique met un peu les dés sur, voilà, quelqu'un qui va permettre aux Mexicains de dire, croire qu'ils sont dans un bon groupe aussi, donc de possibilité d'aller plus loin. Mais un autre joueur qui est très créatif, diminutif, mais qui apporte, puis c'est la modèle des dernières années de joueurs qui ne sont pas nécessairement tous grands costauds. Et un autre joueur que le Mexique et que la Coupe du Monde, on doit porter un œil, et on va compter sur... c'est fou, on parle de gars qui ont 16, 17, 18 ans. Puis avant, c'était comme, s'il joue 10 minutes dans le tournoi, on est content. Puis là, on se dit, non, il risque d'être partant, puis il risque d'être peut-être celui qui va apporter l'étincelle offensive à tout juste 17 ans. Comparé à celui dont on vient de parler, Gilberto Morin, notre prochain joueur, c'est... j'ai envie de te dire, un vieux de la vieille. 20 ans, Nico O'Reilly, qui a une trentaine de matchs de Premier League cette saison au moment d'enregistrer l'émission à Manchester City. On parlait de Désiré Doué avec 4 sélections. Lui en a la moitié, en a 2 seulement. Jouer pour Pep Guardiola et être aussi jeune, c'est une bonne ou une mauvaise chose quand on débarque en sélection? Parce que c'est pas tout à fait la même manière d'opérer. Bien, chapeau à lui, parce que des jeunes joueurs qui jouent avec Pep Guardiola, c'est rare. Tu sais, oui, dans la FA Cup, plus des joueurs établis. Puis on lui donne des moules parce qu'il faut reposer les joueurs. Bien là, il compte sur lui, puis là, il marque but après but, puis il a gagné à rentrer dans l'équipe nationale d'Angleterre. Donc, il faut lui donner que, oui, Pep Guardiola a dû changer son équipe, la rajeunir un peu. Mais Nico O'Reilly, 20 ans, ça fait 1 an, 2 ans qu'il joue, il gagne sa place. Puis on sait que Pep a été de ceux que des jeunes joueurs ont dû partir du Manchester City parce qu'ils n'avaient pas leur place, quand on parle à Cole Palmer à Chelsea. Et Nico O'Reilly rentre, puis il y a une position où sur les côtés, latéral, gauche, droite, où l'Angleterre, c'est pas nécessairement le poste où on a des joueurs qui sont, oui, bons, mais et lui, il peut être très bon. Et il peut jouer à d'autres postes, parce qu'il est polyvalent, parce que Pep Guardiola ne fait pas juste jouer latéral gauche, il le fait rentrer au milieu, des fois même il est en position offensive. Moi, je pense qu'il a une carte cachée à convaincre Tuchel d'être là à la Coupe du Monde, puis d'être un joueur sur lequel peut-être, même dans le 11 partant pour l'Angleterre, si les choses continuent à aller bien pour lui, jusqu'à City,
il semble être un cadre maintenant, ou du moins un joueur du 11 partant. Tu as commencé l'émission en nous parlant de Nakata. On va terminer avec un autre Japonais, un petit peu plus vieux, lui, mais j'ai l'impression que c'est plus le clash entre son profil, tu parlais de Lennart, Carl, tout à l'heure, son profil et ce à quoi le Japon nous a habitués. C'est Take Kubo. Il n'y en a pas une tonne des Japonais qui sont passés par la Masia au FC Barcelone. Est-ce que c'est justement le genre de brin de folie dont le Japon a besoin? Oui, parce que, tu sais, c'est ceux qui ont suivi le Japon, normalement, il y a une émergence de talent du Japon. Il y a de plus en plus de joueurs japonais qui sortent, qui sont dans les grands championnats. Puis, c'est plus juste des joueurs responsables, solides, apportent un peu de brin de folie. C'est vraiment des joueurs qui ont le profil numéro 10 ou ailier. Puis que lui, c'en est un qui est au Real Sociedad, puis que vraiment, on bâtit un peu l'équipe alentour de lui. Il est un peu plus vieux que les joueurs qu'on a mentionnés, mais c'est juste pour mentionner que... Ça reste un joueur qui sera découvert. Oui, parce qu'il n'est pas aussi... C'est pas un profil mondial. Exact. C'est un joueur que si tu suis la Liga, tu vas dire « Ah oui, je le connais, c'est un bon joueur. » Puis oui, si tu suis le Japon, c'est un bon joueur. Mais le Japon a besoin de ce brin de folie un peu. Parce qu'on les connaît être rigoureux, organisés, disciplinés. Mais parlant de Nakata, c'est un peu revenir à besoin d'un peu de ces joueurs qui sont flair, qui sortent de l'ordinaire. Puis que le Japon a besoin de ça pour gagner les matchs dans lesquels elle est rendue côte à côte, mais elle commence à développer des joueurs qui peuvent aussi de leur côté pencher la balance d'un match parce qu'ils vont faire quelque chose qui est hors du cadre de juste être une machine qui est rodée puis qui rend la vie difficile à l'adversaire. Non, là, il faut faire attention offensivement parce que le Japon, puis juste pour mentionner le Japon, ils ont mis un projet en place, le pays, dans le but de gagner la Coupe du Monde en 2050. Donc, c'est pour dire que les autres, ils ont fait un profilage, c'est juste pour dire, on a mis l'objectif là, on va gagner la Coupe du Monde, du moins, on cherche à gagner du monde. Et comment on le fait? En profilant les joueurs et d'avoir des joueurs techniques et beaucoup de flair. Et comme je le répète, c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de joueurs japonais dans des championnats, gros championnats européens et dans des postes offensifs et plus juste des joueurs solides, défenseurs latérales ou milieu défensif. Là, c'est les joueurs sur lesquels on donne les clés de l'attaque. Ouais, et puis la réaction officielle de Take Kubo quand on a annoncé cet objectif-là, c'est « Ouais, moi je vais être rendu coach en 2050, ce serait le fun d'avoir des bons résultats avant ça. » Juste en terminant, une petite balle courbe que je t'envoie, il y a eu un roman savon monstre autour de Gio Reyna à la dernière Coupe du Monde. Sa mère qui s'est chicanée avec le coach qui était Greg Berhalter à l'époque. Le père de Gio Reyna, qui est une légende américaine aussi. Bref, ça avait été un bordel monumental. Penses-tu que c'en est un qui pourrait se révéler, ça, dans une situation où les Américains ne l'auront pas facile, même si ça se passe chez eux? Tu sais, l'équipe nationale américaine, c'est un joueur qui manque de sa créativité. Tout le monde en parle que quand il est là, il a quelque chose, un flair. Il apporte une créativité offensive, des dernières passes, des loges. Son problème, c'est qu'il ne joue pas en club. Ou il ne joue pas régulièrement en club. Mais vient à l'adage de, je ne sais pas si Pochettino pense de même, est-ce que tu as besoin d'avoir ce joueur-là dans l'effectif pareil? Mm-hmm. Parce que chaque fois qu'il est là, puis moi j'ai suivi quelques matchs, tu le sens, il rentre 10 minutes. Ah, le match des États-Unis était un peu ennuyant ou pas, puis il rentre. Puis une ou deux passes se produisent, puis tu le vois. Et les joueurs le mentionnent. Gio Reyna, il y a 2-3 ans, c'est à lui que l'équipe, même je pense, au-dessus de Pulisic. Mm-hmm. Mais là, c'est les prochaines semaines, pour lui, c'est de convaincre Pochettino qu'il l'a assez en poche pour être sur le banc au moins. Mais moi, quand je regarde ces gars-là, je me dis, il y a toujours des choix de carrière, puis des choses qui se passent à l'interne, dans le vestiaire, puis avec la réalité de coach et de choix. Mais ce joueur-là, il devrait être ailleurs dans sa carrière. Ouais. Et il devrait être le patron de l'équipe nationale américaine. Oui, il y en a quelques-uns qui ont eu ce statut-là au fil des ans avec les États-Unis qui présentent plus qu'un roman savon d'une Coupe du Monde à l'autre. Pat, toujours un plaisir. On se retrouve dans quelques semaines pour un autre épisode de En route vers la Coupe du Monde 2026. Il n'en reste plus beaucoup, là, des épisodes parce que la Coupe du Monde s'en vient à grands pas. Pour le prochain, ce sera 5 nations qui pourraient avoir un parcours surprenant au tournoi cet été.